Bonjour à tous, je suis Emmanuel Malherbe, directeur de la recherche chez Artefact. J'ai la chance d'animer ces Data Coffee de la plateforme Media The Bridge. Le principe est simple. Un sujet data, aujourd'hui l'IA générative, un expert data, aujourd'hui Samy, et un bon café. Bonjour Samy. Bonjour Emmanuel. Qui es-tu chez Artefact? Alors je suis Samy Taïsat, j'ai rejoint Artefact il y a environ 6 mois en tant que data engineer. Avant ça, j'étais ingénieur en système, donc je m'occupais principalement de tout ce qui est système temps réel et d'interface homme-machine, donc processing audio, gestion de robots, etc. J'ai décidé de changer pour devenir data engineer parce que quand on est informaticien, on se rend assez vite compte de ce que c'est que la data, comme on travaille beaucoup avec, d'à quel point c'est utile et de ce que ça peut nous apporter dans le futur. Et dans cette histoire, que vient faire l'IA générative? Eh bien, je suis arrivé chez Artefact un peu en même temps que l'essor de l'IA générative. J'avais à peu près un mois d'ancienneté chez Artefact quand ChatGPT était sorti. Et comme à chaque fois qu'une nouvelle technologie sort ou devient de plus en plus connue par le public, c'est un peu notre rôle en tant que data engineer de découvrir comment est-ce qu'elle fonctionne et ce qu'on peut faire avec pour proposer des solutions de plus en plus efficaces à nos clients. Et concrètement, est-ce que tu as des exemples d'outils que tu utilises? Bien sûr, tous les jours, j'utilise Copilot. En tant que data engineer, il faut beaucoup coder. Et Copilot m'a permis de réduire une grosse partie de mon temps passé sur du code. En fait, c'est un modèle qui nous donne des suggestions de code et c'est très efficace pour éviter la répétition de code, comme j'ai tendance à l'appeler boilerplate, c'est-à-dire vraiment de base qu'on va peut-être répéter 30, 50 fois dans une journée. Et grâce à ça, ça permet d'être juste plus productif et de se concentrer sur la vraie valeur ajoutée d'un data engineer, c'est-à-dire l'algorithme qu'il y a derrière, l'architecture qu'il y a derrière et la solution en elle-même. Et si on prend un peu de recul, est-ce que tu as des exemples de solutions nouvelles offertes par l'IA générative? Oui, par exemple, on peut créer des chatbots beaucoup plus efficaces qu'avant. Je ne sais pas si tu es familier avec d'anciennes technologies qu'on utilisait pour la création de chatbots pour le service client, mais par exemple Dialogflow. Ce sont des outils où en fait il faut créer les parcours expérientiels à la main. Donc il faut déjà avoir une équipe qui pense à tous les parcours expérientiels, ensuite il faut les implémenter techniquement, etc. etc. C'est quelque chose qui prend beaucoup beaucoup de temps et qui au final donne des résultats qui sont pas si top que ça. Je veux dire, tout le monde a déjà été frustré quand il a discuté avec un chatbot automatique, parce que tout simplement, on ne peut pas penser à toutes les solutions possibles et imaginables. Mais aujourd'hui, en utilisant des modèles qui s'appellent des LLM, des Large Language Models, du coup, on peut en fait juste créer des chatbots à partir de données, parce que le LLM va interpréter le contexte et le contenu des données qu'on lui donne. Et quand un client va poser une question au chatbot, ça va automatiquement générer une réponse à partir des bases de connaissances qui existent déjà. C'est vraiment comme si on interagissait avec un humain. Et donc Samy, est-ce que en termes d'interaction, tu as vu une différence avec ces outils? Oui, carrément. En tant que data engineer, on doit beaucoup faire le pont entre le business et le côté technique. On interagit beaucoup avec les clients qui nous expliquent en fait leurs besoins et c'est à nous d'interpréter les besoins et de les concrétiser. Le problème, c'est on a vraiment des parcours très différents avec les utilisateurs business en général. Je veux dire, je sors d'une école d'ingénieur, la plupart des clients, enfin des utilisateurs business vont sortir d'écoles de commerce, etc. Donc on ne va pas utiliser les mêmes termes pour décrire les mêmes choses. Souvent, quand un client va me décrire un projet, je vais réussir à voir la finalité, je vais réussir à voir d'où est-ce qu'on vient, mais le milieu peut être un peu flou. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est utiliser par exemple ChatGPT, donner un peu de contexte, donner les termes business comme ils sont écrits, et ça va me permettre de m'aider à mieux comprendre ce que le client en fait avait en tête et donc de vraiment créer une solution qui est parfaitement adaptée à ses besoins. Alors qu'avant, ben, j'étais un peu obligé de entre guillemets, perdre un peu de temps à essayer de comprendre, limite chercher des définitions dans le dictionnaire, discuter avec des collègues pour vraiment bien être sûr que j'ai saisi la chose. Et c'est un processus qui est au final vachement itératif parce que même si je vais discuter avec 200 personnes, etc., bah, on ne peut pas être dans la tête du client, donc c'est un procédé un peu pas très fiable. Alors que maintenant, on peut vraiment s'aider de ce genre de choses pour avoir, à défaut d'avoir compris ce que le client voulait, au moins avoir les pistes pour trouver les questions qu'il faut se poser pour implémenter la solution.
Et donc, au-delà d'interagir avec le code, les LLM te permettent de mieux interagir avec des collaborateurs. Est-ce que tu vois d'autres choses que te permettent l'IA générative? Ça honnêtement, même pour le divertissement, c'est vachement amusant. Je veux dire, on a des modèles qui génèrent des images, on a des modèles qui génèrent du texte. Des fois, si je m'ennuie quand je suis chez moi, je peux m'amuser. Par exemple, je sais pas si tu es familier avec les mèmes, mais je peux créer des mèmes en IA générative alors que j'ai aucun talent en création d'images, par exemple. Il y a beaucoup d'impact, beaucoup de changements. Est-ce que tu vois encore d'autres choses pour la suite, encore plus large, avec l'IA générative? Alors c'est un peu compliqué de se projeter, mais ce que je peux faire, c'est essayer de repartir de comment est-ce que mon métier a changé. Déjà, il faut, en tant que data engineer, je travaille beaucoup avec les sources de données, la transformation des données, comment les envoyer d'un point A à un point B, les rendre disponibles pour les data scientists ou pour les modèles, etc. Et on a déjà vu un premier gros changement qui est, on passe de données qui sont numériques à des données qui sont textuelles. Ça demande un tout autre paradigme de réflexion. On passe de données textuelles à des vecteurs, ça demande encore un tout autre paradigme de réflexion. Ça apporte beaucoup de changements qu'on n'avait déjà pas prévus. Je veux dire, sur mes premiers projets en tant que data engineer sur de l'IA générative, je pensais que les pipelines n'allaient pas trop changer, que j'allais juste prendre des données de nature différente et en gros les envoyer comme ce que je faisais avant, mais c'était pas du tout le cas. Il fallait réfléchir à des dimensionnements très différents, etc., etc. Donc du coup, pour prédire un peu le futur, autant je ne sais pas trop comment est-ce que les modèles vont évoluer. Je veux dire, on a déjà des modèles qui sont extrêmement efficaces avec des résultats vraiment très très bons. Bien sûr, il y aura des évolutions dans le futur, mais ce que sera très important, on peut déjà faire énormément de choses avec l'IA générative et clairement, on n'a pas encore touché à ne serait-ce que 5% de son potentiel. Donc autant sur les modèles, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas sur tout l'écosystème qui est autour, il y aura beaucoup de changements. Par exemple, on travaille avec des bases de données vectorielles pour permettre de mettre à disponibilité de la donnée aux modèles d'IA générative. On a beaucoup de compétition entre différents systèmes open source et différents systèmes SaaS du coup qui sont commerciaux. Ce qui est sûr, c'est que dans le futur, il va y avoir un gros changement sur tout ce qui est le marché un peu de cet écosystème, avec des, des compétiteurs qui vont devoir fusionner par défaut au final, parce qu'il ne peut pas y avoir trop de concurrence sur le même marché, sinon ça ne fonctionnera pas. Et du coup, des paradigmes qui vont vraiment se développer de façon très différente, un peu comme on a des façons de travailler différentes entre si on utilise GCP, Azure, ou AWS, on aura un peu la même chose, mais cette fois-ci avec les modèles d'IA générative, où on aura d'un côté ceux qui vont plus être fans de Milvus, par exemple, en tant que vector store, et de l'autre, ceux qui sont plus fans de ClickHouse, par exemple. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de choses où il faudra se former, et beaucoup de paradigmes qu'il faut encore développer, et c'est à nous de bien trouver un peu les bonnes pratiques et essayer de les transmettre à tout le monde. Donc c'est des perspectives très excitantes sur les prochains mois et les prochaines années, puisque ce n'est pas terminé avec l'IA générative. Merci à tous pour votre attention, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Data Coffee de la plateforme Media The Bridge sur le thème de l'IA générative.